5 millions d'exemplaires. Le nom est peu évocateur, le graphisme est très discutable, le jeu de société sort de nulle part. Et pourtant, ça a rattrapé toutes les ventes de ce qui se fait en Monopoly, en Scrabble, en grand classique du jeu de société, jusqu'à devenir un des jeux de société les plus vendus en France. C'est une anomalie. Pourquoi et comment Skijo est devenu un véritable phénomène du jeu de société en France? Voici l'histoire de Skijo. Skijo, c'est un jeu d'Alexander Bernhardt. C'est illustré par Alexander Bernhardt, c'est édité par Alexander Bernhardt et c'est distribué par Alexander Bernhardt. Du moins à ses tout débuts, en 2015, quand Alexander Bernhardt lance Skijo, dans un relatif silence global et mondial. La première fois que personnellement j'entends parler de Skijo, c'est en 2019, quand en janvier 2019, je reçois un mail de Alexander Bernhardt pour me dire « Je vais vous envoyer un exemplaire de mon jeu, contactez-moi si jamais vous voulez en vendre ». Des mails comme ça, j'en reçois 10 par semaine de petits créateurs à travers le monde et la France qui nous proposent leur propre création. J'y prête pas vraiment tant attention de ça, je lis le mail, j'attends le jeu. Le jeu, on va le recevoir en mai 2019 dans un petit carton. On ouvre un Skijo et rien d'autre. C'est Bruno le premier qui va jouer à Skijo, avec Morissette, qui a 91 ans. Et à 91 ans, il n'est pas très fréquent de se découvrir une nouvelle passion pour un jeu de société, là où il faut apprendre des nouvelles règles et découvrir des nouvelles façons de jouer. Je ne cache pas que ma curiosité a été un peu piquée, et que le week-end d'après, c'est moi qui ai embarqué la boîte de Skijo pour y jouer avec tous mes amis. On est en juin 2019, je ne vais jouer qu'à ça pendant 2 à 3 mois d'affilée. En boucle et en boucle. Tous mes amis se moquent de moi, je passe mon été à jouer à ça avec tout le monde, et les gens se disent « Simon, tu as une névrose ». Tu vas pas parler de ça dans tes vidéos, j'espère. Parce que moi, j'ai passé tout mon été à ne jouer qu'à Skijo. La première fois que je parle de Skijo en vidéo, c'est en juillet 2019, dans une vidéo des meilleurs jeux avec mes collègues Baptiste et Rachel. À ce moment-là, personne ne commercialise Skijo en France. Si vous voulez trouver une boîte de Skijo, il faut la commander sur Amazon ou la commander au passe-temps, parce qu'on en a commandé à Alexander Bernhardt pour pouvoir être un des premiers revendeurs de Skijo en France. Et il se passe ce qui se passe avec tous les très grands jeux. Chaque fois que je vends une boîte de Skijo à quelqu'un, il revient quelques jours plus tard me demander 2, 3 boîtes de Skijo pour l'offrir à tous les gens qui ont joué au cours de la soirée. On se aperçoit immédiatement du potentiel viral de cette petite chose. On enchaîne les tournages, je passe mes journées à parler de Skijo, aussi bien en magasin qu'en vidéo. Fin 2019, Skijo est le jeu le plus vendu de tout 2019 au passe-temps. Et c'est un peu fou quand on sait que Skijo, au fond, c'est jamais qu'un jeu que vous pouvez jouer avec un jeu de 54 cartes. Parce que oui, Skijo s'est tiré d'un jeu traditionnel, ça se joue avec un jeu de 54 cartes et ça s'appelle le golf. Le golf est un jeu traditionnel qui se joue avec un jeu de 54 cartes classique. Chaque personne reçoit devant elle une grille de 4 cartes qui... Attends 2 minutes. Vous savez jouer à Skijo? Non, parce qu'en fait, il y a peut-être des gens qui... Et bienvenue, qui n'ont jamais joué à Skijo. Permettez, j'explique Skijo en 30 secondes. Skijo se joue donc avec une grille de cartes qui est composée de 4 cartes par 3. Chaque personne autour de la table voit une grille comme celle-ci posée juste devant elle. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir prendre soit la première carte de la pioche et décider de l'insérer dans votre grille, ou bien de prendre la première carte de la défausse. Votre but au fur et à mesure, conserver dans votre grille uniquement les cartes les plus petites et défausser les cartes les plus grandes. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est où, au fur et à mesure, vous dégagez des cartes de votre grille et tentez d'avoir le plus petit score possible, chaque carte faisant perdre les points qui sont indiqués dessus. Ça, c'est Skijo. Alors, le golf, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est vraiment la même chose? Le golf, donc, se joue avec un paquet de cartes classiques de 54 cartes. C'est un jeu très populaire dans les pays anglo-saxons, mais beaucoup moins chez nous en France. Dans une partie de golf, chaque personne reçoit face cachée une grille de 4 cartes que la personne ne connaît pas.
De la même manière que Skijo, chaque fois que vous allez jouer, vous allez prendre la première carte du paquet et décider soit de l'insérer dans votre grille et de défausser la carte qui était là précédemment, ou tout simplement de la rejeter. Au fur et à mesure des tours de jeu, les joueurs vont échanger des cartes de leur grille, sans jamais ne rien révéler aux autres joueurs. La partie se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur décide de toquer sur la table, auquel cas la partie prend fin pour tout le monde. Et c'est là où le jeu est très différent d'une partie de Skijo. Le golf est un jeu de bluff. Le golf est un jeu dans lequel on se regarde les uns les autres, presque un jeu de guessing, de supposition, avec une ambiance un peu stratosphérique et mystérieuse. Ce que n'est pas du tout une partie de Skijo. Et c'est normal, parce que Skijo, ce n'est pas inspiré du golf. Skijo, c'est inspiré d'une variante du golf qui s'appelle le Crazy Nine. Voici donc le golf, jeu traditionnel se jouant avec 4 cartes, subit des évolutions au fur et à mesure du temps et des époques. Un jour, quelqu'un se dit « Tiens, on pourrait jouer avec une grille de 6 cartes !» Et dans le golf à 6 cartes, chaque fois que 2 chiffres sont identiques dans une colonne, la colonne est défaussée. Et puis quelqu'un s'est dit « On pourrait pousser le concept plus loin et créer un golf à 8 cartes. » Ce sur lequel quelqu'un a dit « Mais j'ai encore une meilleure idée !» Ce serait un golf à 9 cartes qui s'appelle le Crazy Nine. Le Crazy Nine, lui, est un jeu dans lequel les cartes, une fois échangées, resteront visibles. Le Crazy Nine est un jeu dans lequel, si une colonne possède 3 fois le même numéro, la colonne est entièrement défaussée. Le Crazy Nine contient également des figures, les dames, les rois. Les dames dans ce jeu rapportant exactement un malus de 12 points, chose qu'on retrouvera dans Skijo. Les jokers rapportent un bonus de moins 2 points, chose qu'on retrouvera dans Skijo. Dans le Crazy Nine, si on parvient à faire un carré de 4 cartes absolument identiques, ce qui n'est pas le cas ici, mais admettons qu'on y arrive, c'est moins 25 points à la personne qui y est arrivée. Et ça n'y est pas dans Skijo, ça n'a pas été conservé. Voici donc que nous avons donc 2 jeux fortement semblables et que lorsque vous jouez à Skijo, sans le savoir, vous jouez à un jeu traditionnel que, bon an mal an, vous auriez pu jouer avec un jeu de 54 cartes. Vous allez vous dire « Oh, mais c'est scandaleux, si j'avais su !» Mais c'est pas si scandaleux que ça, on va le voir pour des raisons, et puis surtout, c'est pas la première fois dans l'histoire des jeux de société que le jeu commercialisé auquel vous pensez jouer est en réalité un jeu traditionnel. C'est un des jeux de société les plus joués au monde et pourtant c'est un jeu classique, c'est le 8 américain, plus connu sous le nom commercial du Uno. Bah oui, le Uno, vous pouvez tout à fait, mais absolument y jouer avec un jeu de 54 cartes. Mais c'est pas le seul. Si vous prenez Tacocha, Book Cheese Pizza, c'est des millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Bah, c'est pas si loin du jeu du Pouilleux, auquel vous pouvez jouer avec un jeu de 54 cartes. Jungle Speed, c'est le jeu du bouchon. On retombe des cartes et si on a la même, il faut aller attraper un petit bouchon en liège au centre de la table. C'est la base du Jungle Speed. Tout plein de jeux très populaires sont tirés de jeux traditionnels. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de si fort que ça, ces jeux traditionnels? Les jeux de 54 cartes appartiennent à notre patrimoine culturel collectif. Tout le monde sait ce qu'est un jeu de 54 cartes. Tout le monde reconnaît un 9 de trèfle, une dame de cœur et un valet de pique. Ça participe d'un vocabulaire commun quand on joue à un jeu de cartes, plus particulièrement encore un jeu de pli, avec de la défausse, de l'atout, une pioche, comme on le retrouve au poker, une main de cartes. Tout ça, c'est une grammaire commune. Ajoutez au fait que ce sont toujours des jeux qui s'expliquent de manière orale. Personne ne lit jamais la règle d'un jeu traditionnel. On n'a jamais l'obstacle de la règle, l'obstacle du vocabulaire qu'on ne comprend pas, et si quand bien même un jeu utilise un vocabulaire particulier, il est tout de suite dédramatisé par quelqu'un qui vous le facilite, parce que cette personne, on lui a déjà facilité la chose auparavant, parce qu'on lui a elle-même transmis le jeu oralement. C'est ce qui fait que tous ces jeux-là ont une appropriation plutôt assez immédiate, et que derrière tous les jeux un peu traditionnels, on retrouve un aspect très amical, très familial. Il y a un côté un peu charmant à tous ces jeux-là. Il y a un côté, on a créé le jeu ensemble, parce qu'on est parti de cette petite boîte qui pour nous ne signifie rien et on l'a chargé en supplément d'âme. C'est nous-mêmes qui avons incorporé, qui avons créé un jeu à partir de ça, qui nous le sommes inventés ou appropriés. Ce qui fait que tous ces jeux-là ont une charge émotionnelle assez forte, qui les différencie de tout un tas d'autres jeux, et ce qui en fait des jeux super populaires. Alors, Skijo.
Évidemment, on ne dit pas Skijo, ça se dit Skyjo. Alexander Bernhardt, il dit Skyjo et tout le monde dit Skyjo et moi je dis Skijo. Et pourquoi je dis Skijo? Mais justement, parce que ça, c'est pas Skyjo. Ça, c'est un jeu dans lequel on va jouer avec sa grand-mère sur une toile cirée un dimanche après-midi. C'est pas Sky, c'est pas Joe, c'est Ski et c'est Jo. C'est le côté très traditionnel, très français. Ça va agacer des tas de gens, mais alors je ne me résous pas à ce que cette histoire s'appelle Skyjo. Eh bien, Skijo, ça reprend toute l'essence de ces jeux-là. C'est un jeu dans lequel les cartes ont une seule fonction. Le -2, c'est -2 points. Le 10, c'est 10 points. Le 0, c'est 0. Tout est très simple, tout est très clé en main. Ça reprend une pioche, des cartes posées devant soi, une défausse, des éléments de jeu qu'on aurait déjà revus dans des tas de jeux traditionnels. Et un des éléments que Skijo reprend également à des jeux traditionnels, c'est ça. Le fait que quand vous jouez à Skijo, vous marquez des points, votre score, sur un petit bout de papier, vous énoncez les scores au fur et à mesure. Alors Patricia, tu as 25, Claude, tu as 17, Nicole, tu as 62. Ben ça, c'est un élément de gameplay très très fort, parce qu'au final, on joue certes des parties de Skijo, mais on joue une sorte de championnat, de compétition de plusieurs parties qui s'enchaînent. C'est d'ailleurs au passage pour ça que le golf s'appelle le golf, parce qu'on en fait normalement 9 parties, comme on ferait une partie de golf en 9 ou 18 trous. Cette répétition des parties, cette compétition pour un score général et avoir un champion à la fin, ça, c'est un élément de gameplay très très fort. Ce qui fait qu'on le retrouve dans tous les grands jeux traditionnels, la belote, le tarot, le rami, c'est imbattable, c'est le jeu dans le jeu, ça demande aux joueurs de répéter des parties et des parties, c'est un élément de jeu très très fort. Énormément de jeux sont calibrés pour être joués soit à 2, soit à 8, même si c'est sans doute un petit peu moins fort à 2, Skijo c'est très fédérateur parce que ça se joue à nombreux, ce qui rend le jeu d'autant plus familial, adapté à des grands groupes, et ce qui rend le potentiel de bouche à oreille encore plus fort. Et je sais pas combien de gens parmi vous ont lu la règle, mais je pense qu'aujourd'hui, Skijo, c'est un jeu qui se transmet oralement, et que ça fait déjà belle lurette que plus personne ne lit la règle de Skijo. Et je parie sur un truc, c'est que dans quelques années, à la même façon que le golf, Skijo se mettent à avoir des variantes régionales. Ce qui est la même chose qui arrive au Uno. Il est tellement joué, tellement expliqué oralement, que le jeu et ses règles se mettent à dériver. C'est sûr, ça va arriver. Même moi, j'avais essayé de faire dériver les règles immédiatement dès sa sortie. J'avais racheté une règle absurde, où quand on faisait une colonne de 9, par exemple, un Skijo de 9, les autres devaient vous applaudir 9 fois. Faudrait mettre un petit encart, la règle de Simon. Oui, c'est ça, ouais. C'est la règle de Simon. Au fond, Skijo, c'est un jeu qui ne demande aucune expérience. C'est un jeu qui s'apprécie dès la première partie, qui est immédiat. Et que vous ayez fait une partie ou 100 parties, au final, la courbe d'apprentissage est très faible. Ça reste un jeu absolument de hasard. C'est ce qui en fait un des jeux immensément réussis. Parce que quand vous voulez jouer à un jeu avec tout le monde, qui soit très fédérateur, eh ben autant vous dire que dans Skijo, tout le monde a sa chance. Vous avez autant de chances de gagner que la personne juste avant vous, juste après vous. Skijo est un jeu qui repose énormément sur un ressort ludique primordial, le fait de se chambrer, le fait de râler après ses cartes, le fait de dire « Ah, la mienne, elle est mieux que la tienne de grille, j'ai réussi à avoir ça et toi tu l'as pas et toi tu l'auras pas », c'est bête, mais c'est très amusant. Et ça, tout un chacun est capable de se l'approprier. J'ai été la première personne à hurler que ce jeu était immensément laid, mais hélas, c'est très bien édité. J'ai pas réussi à savoir si immédiatement Alexander Bernhardt était arrivé à cette chose-là, s'il y avait eu plusieurs prototypes différents dans l'histoire de Skijo. Ça, très très dur d'avoir l'information. Mais le jeu est immensément lisible. Les cartes nulles, elles sont rouges. Celles qui sont jaunes sont à peine moins bien. Les vertes sont potables. Les bleues, c'est celles qu'on veut. La graduation des couleurs de cartes, la lisibilité des nombres sur une table rend le jeu jouable pour des enfants et pour des grands-parents. Et ça, l'édition de Skijo, aussi laide qu'elle soit, eh ben c'est allemand. Les Allemands ont une tradition d'édition de jeux de manière très lisible. Ce qui pour nous, Français, est un peu plus incongru. On privilégie souvent la beauté des graphismes, des illustrations, à la lisibilité, à l'ergonomie du jeu.
les Allemands, eux, s'en fichent. C'est ergonomique, c'est un bon jeu. Regardez-moi ça, je suis un word art, je suis un très bon jeu. Alors au fond, est-ce qu'il suffit juste de reprendre des jeux traditionnels, de mettre un design un peu ergonomique et un peu moche dessus pour que ça se vende par centaines de milliers? Ben, je peux pas vous dire absolument non. Mais je peux pas vous dire absolument oui non plus. L'histoire est parsemée de tas de jeux qui se sont vautrés en ayant voulu faire aussi bien que Skijo, en employant les mêmes codes. Je pense qu'Alexander Bernhardt ne s'attendait jamais à ce que le jeu soit aussi diffusé, aussi massivement vendu. Ça tient à très peu de choses. Et puis Skijo, c'est pas magique. Il y a des tas de gens à qui ça déplaît. Il y a des tas de gens qui passent à côté. Et ben on va voir ce qu'a fait Alexander Bernhardt pour essayer de fédérer encore plus. Et puis comment ça se fait que ça soit surtout un succès français. Malgré son universalité, Skijo est évidemment un jeu qui a des détracteurs. Déjà, tous les gens qui aiment un peu les jeux de stratégie, on va dire poliment que c'est pas leur came, une petite partie de Skijo, même si paradoxalement, regardez autour de moi, il n'y a que des jeux de stratégie, ça marche quand même. Bon, tous ceux qui aiment bien les jeux un peu rigoristes sur lesquels les gens peuvent avoir du contrôle, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Pas mal de gens ont regretté cette simplicité de Skijo, le fait qu'il n'y ait pas de carte d'action spéciale. C'est pour ça qu'en 2020, Alexander Bernhardt a sorti, hop, Skijo Action. Cette petite boîte tout aussi bariolée contient tout plein de nouvelles cartes action qui permettront d'aller voler des cartes dans la grille des autres, de leur faire reprendre des cartes, de leur rajouter des colonnes et pour ajouter encore plus de rebondissements à base de plus 2, plus 4, tel que pourrait le faire le Uno. Mais c'est pas tout. Skijo, ça va se jouer à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Le jeu est tellement familial que souvent on veut y jouer avec des enfants encore plus jeunes. C'est pour ça que Alexander Bernhardt, qui perd pas le nord, a pensé à faire, hop, Skijo Junior, avec des fruits. Une version accessible à partir de 4 ans, beaucoup plus illustrée, avec des bananes, des fruits. Au lieu de perdre des points, cette fois-ci on en gagne, toujours en faisant une petite grille avec des colonnes de cartes identiques. Cette fois-ci, on marque des points plutôt que d'en perdre. Mathématiquement, c'est un peu plus sain. Il existe également une petite boîte de Skijo qui s'appelle Skijo Voyage. C'est Skijo avec des cartes plus petites qui jouent que jusqu'à 4, donc c'est moins cher. Mais au-delà des chiffres de vente, parce qu'après tout on n'est pas dans un épisode de Capital, ce qu'il faut voir avec Skijo, c'est que ça a marqué l'histoire du jeu de société, l'éditorialisation des jeux en France, et ça, c'est assez indiscutable. Après le succès de Skijo, chaque éditeur en France a voulu avoir son Skijo, son petit jeu de cartes avec des couleurs et des chiffres auxquels tout le monde pourrait jouer en France. Et en quelques années, on s'est tapé une avalanche de descendants de Skijo. Chaque maison d'édition voulait en voir le sien. Alors, en vrac, je vous en livre quelques-uns. Decal, Oulaou, Ilo, Aetheria, TDD, Flowers, Pixie, Cabot, Verso, je dois en oublier, Five Alive, j'en oublie. Il y en a tellement. On a l'impression que depuis 5 ans, toutes les semaines, il y a un nouveau Skijo qui sort. Même si certains d'entre eux se sont vendus quand même à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, rien n'a atteint la puissance de frappe et la puissance de diffusion d'un Skijo. Parce que Skijo a eu une chose pour lui qui s'appelle le confinement. Skijo étant sorti en 2019, les premiers exemplaires du jeu sont mis à se vendre au moment où les Français se sont intéressés aux jeux de société. Toutes les recherches de jeux qui pouvaient être faites à ce moment-là, un moment où la France était cloîtrée chez elle en famille à passer leur temps à jouer à des jeux, les gens sont tombés sur Skijo et se le sont appropriés. Mes premiers souvenirs de Skijo en famille sont liés au déconfinement, au moment où on se retrouve et on profite de passer du temps ensemble. Skijo a profité grandement de cette période-là. Et à l'inverse de tout un tas d'autres jeux que vous pouvez voir passer à longueur de journée quand vous scrollez sur votre téléphone sur les réseaux sociaux, Skijo est un jeu qui a profité d'une chose, du bouche à oreille. Ce n'est pas le marketing de Skijo, ce n'est pas la communication de l'éditeur qui était là-bas en Allemagne et qui, mis à part envoyer quelques boîtes de jeux à des boutiques en France, n'a pas fait grand-chose. Non, Skijo est un jeu qui s'est diffusé Vox Populi. Et c'est en comprenant ça qu'on comprend pourquoi Skijo est un jeu qui se vend autant en France, mais paradoxalement, beaucoup moins dans tous les autres pays du monde.
ce bouche à oreille, cette transmission d'une personne à une autre, c'est ce qui fait le mot société dans le jeu de société. Elle est propre à la France, à notre société. Non pas que nous soyons plus forts pour communiquer sur les jeux par rapport à d'autres, du tout. Mais si vous allez en Espagne, par exemple, le jeu phénomène auquel tout le monde joue et qui se vend à des millions d'exemplaires, il y a de très fortes chances pour que vous n'en ayez jamais entendu parler, vous, ici. C'est un jeu qui s'appelle Virus. Une sorte de Uno avec des maladies. C'est leur best-seller absolu là-bas. Si vous allez aux États-Unis, Skijo est relativement méconnu. Le jeu là-bas qui est devenu hyper populaire et s'est diffusé à des millions d'exemplaires, c'est Exploding Kitten. Chaque société, chaque pays a son propre jeu un peu culte qui a marqué cette époque-là, cette époque du confinement et l'avènement du jeu de société moderne dans les loisirs de grande consommation. Skijo, c'est un peu l'emblème du jeu de société qui se diffuse partout dans toute la société. Depuis les années 80-90, les jeux de société sont majoritairement détenus par Monopoly, Hasbro, des grandes compagnies, Mattel, qui exploitent des licences de jeux historiques. Au début des années 90-2000, Catan, les aventuriers du rail, ont pris la place sur ce marché-là. Mais ne se sont sans doute jamais vendus à une puissance aussi forte que celle d'un Skijo. Skijo est un jeu qui parle à tout le monde dans la société. C'est un tour de force d'avoir réussi ça, de la part d'un éditeur qui vient de nulle part, avec un budget marketing presque inexistant, et une édition aussi discutable. Et vous voulez savoir quel sera le prochain Skijo? Quel sera le prochain jeu à se diffuser mondialement à des millions d'exemplaires et à fédérer tout le monde autour d'une table de jeu? Eh ben, c'est un jeu d'un éditeur qui a profité du même phénomène que Skijo. Vous connaissez le jeu qui s'appelle Use and Cues? Il y a des chances que oui. Et pourtant, à sa sortie, personne n'en avait rien à faire. Use and Cues, c'est un immense jeu de plateau avec des dizaines et des dizaines de cases colorées à la manière d'un Pantone, dans lequel on essaie de se faire deviner des différentes teintes de couleurs. Ce jeu sort dans un anonymat relatif, un peu comme n'importe quel autre jeu de société qui sortirait dans le flot constant des sorties. Mais quelques mois, quelques années après sa sortie, des influenceurs, pas moi, des influenceurs sur TikTok s'emparent du jeu et commencent à faire du contenu sur ce jeu. Chaque créateur de contenu va faire sa petite vidéo sur Use and Cues, le jeu va faire des millions de vues, et fatalement, tout le monde veut l'avoir, veut le posséder, et c'est un jeu dont les ventes explosent du jour au lendemain, alors que personne ne l'avait vu venir, même pas l'éditeur. Et c'est avec l'argent des ventes de Use and Cues que Tony Cerebriani et The Hope ont développé un petit jeu qui pourrait bien être le prochain Skijo, et cette fois-ci de manière assez mondiale. Il est juste derrière moi. Hop! C'est Flip 7, le meilleur jeu de cartes de tous les temps. C'est un jeu qu'aussi tous les gens qui aiment les jeux d'un peu stratégiques sur lesquels on a du contrôle, tout le monde va détester. Et pourtant, c'est ravageur, c'est très fédérateur. Et c'est en passe d'approcher le million de ventes, ne serait-ce qu'en France. Preuve que, un peu de bouche à oreille, un gameplay un peu classique, une édition est très lisible, un nombre de joueurs très élevé, un petit prix, 15 €, et hop, vous avez la recette d'un grand best-seller. Après, je pense que c'est bon. L'époque de tous les jeux ne sont que des jeux avec des chiffres et des couleurs, on en a assez. Vous connaissez la chanson des Game sur les chiffres et les couleurs? Des chiffres et des couleurs, des chiffres et des couleurs. Des chiffres et des couleurs, des chiffres et des couleurs. Des chiffres et des couleurs, des chiffres et des couleurs. Des chiffres et des couleurs, des chiffres et des couleurs. Oh, les chaussettes! On n'a pas parlé des chaussettes de Skijo. Ça aurait pu être de la chaussette de Skijo. Putain, c'est vraiment la malédiction de toutes les chaussettes, quoi. J'en ai plus qu'une. En plus, je crois qu'elle est trouée. Du coup, regarde, j'ai mis des chaussettes Uno pour tourner la vidéo de Skijo. Personne ne le verra, mais moi, ça me fait marrer.